On parle beaucoup de l'apport en protéines dans l'alimentation en tant que sportif, mais est-ce vraiment le plus important pour pouvoir performer à l'entraînement? Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Force intérieure, le podcast où on parle de santé, de performance. Et aujourd'hui, on accueille Lise sur le podcast pour parler ensemble de nutrition. Donc Lise, je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Donc moi c'est Lise, Lise SL sur Insta. Je suis athlète du coup en streetlifting et coach. Je suis également du coup coach en nutrition. J'ai pu faire du coup une formation de nutrition. Donc c'est pas une formation qui est reconnue officiellement par l'État. Je suis pas nutritionniste ou diététicienne. Mais on va dire que c'est aussi ma spécificité dans mon rôle de coach en streetlifting. J'ai aussi la petite spé nutrition. Et c'est ce qui va me permettre aujourd'hui dans le podcast de pouvoir amener ma vision du coup de la nutrition et on va dire l'aspect nutrition sur la performance dans le streetlifting. Et aussi, petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans ce podcast, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Je sais qu'il y a énormément de sujets qui sont controversés dans la nutrition. Tout ce que je vais te dire, c'est ce que moi je pense, c'est mon avis, c'est ma vision du côté athlète, coach dans le streetlifting. Et ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est vraiment ce que je pense. Donc ne prenez pas forcément tout ce que je vais dire, mais voilà, moi je vais vous apporter mon avis. Ok, super. Du coup, on va pouvoir poser toutes les questions à Lise, parce que nous, ce qui nous intéresse, on va dire, c'est quel rôle peut avoir l'alimentation dans la performance. Donc déjà, Lise, première question. Pour toi, quel est le rôle de l'alimentation? Quelle est son importance au sein de la performance quand on fait un sport, tout simplement? Alors la première chose pour moi, c'est que l'alimentation, donc la nutrition, ça va avoir un rôle dans la récupération. Et pour moi, de ce que je vois du coup dans les athlètes que j'ai pu accompagner, donc dans la partie on va dire coach pour le streetlifting et pour les athlètes que j'ai pu accompagner aussi en nutrition, c'est que j'observe que la nutrition c'est vraiment un sujet qui est très sous-estimé dans le streetlifting de manière générale et dans les sports de force. C'est vraiment un sujet qu'on prend, je trouve, à la légère et on se rend pas compte de vraiment l'impact que une bonne nutrition va avoir pour performer, surtout quand on atteint un certain haut niveau. Donc la première chose sur l'importance de la nutrition, ça va être sur la récupération. Donc en fait, il faut savoir que pour récupérer des séances que vous faites en fait quand vous faites du streetlifting ou un autre sport de force, vous avez besoin de combler vos besoins par la nutrition, par également le sommeil et plein d'autres choses. Mais la nutrition, il faut savoir qu'elle va jouer vraiment un rôle super important dans cette récupération qui est très sous-estimée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, il faut comprendre que la nutrition, elle va avoir un degré d'importance différent en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'on va retrouver certains profils de personnes chez qui, en fait, améliorer la nutrition et avoir un impact sur la nutrition, ça va avoir un plus gros impact positif sur l'amélioration des performances que quelqu'un d'autre. Typiquement, des personnes qui partent, on va dire, d'une alimentation qui correspond pas du tout à leurs besoins, comparé à quelqu'un qui voilà, a déjà des notions, qui a déjà compris ce qu'il devait mettre en place et qui a déjà trouvé ce qui fonctionnait sur lui, forcément la deuxième personne qui a déjà des bases aura moins d'intérêt, on va dire, à venir agir sur son alimentation que la première. Donc ça, c'est déjà le deuxième point à prendre en compte. Et est-ce que du coup, il y a des personnes pour qui, même s'ils ont une mauvaise alimentation, que c'est pas du tout ce qu'on pourrait recommander pour leur sport, ça va vraiment avoir un levier important, où il y a des gens pour qui bien manger ou mal manger, en vrai, ça va pas tant changer d'un point de vue performance? Ok, moi ce que je pense, c'est que on va retrouver certains profils de personnes qui se sont entraînées par exemple depuis 10 ans et qui ont toujours connu une alimentation, on va dire, qui ne correspond pas à l'alimentation parfaite dans le streetlifting, même s'il n'y a pas d'alimentation parfaite qui existe. Et en fait, le corps s'est adapté à performer dans ces conditions. Donc par exemple, si on prend, je sais pas, quelqu'un qui fait un repas par jour, qui mange pas forcément beaucoup de protéines, mais si cette personne, en fait, elle a eu cette alimentation toute sa vie et toute la période, en fait, où elle a fait du sport, bah peut-être que de changer son alimentation et de vouloir tout optimiser, ça va pas avoir énormément autant, on va dire, de bénéfices que quelqu'un qui aurait, je sais pas, eu des alimentations un peu différentes dans sa vie, qui se serait pas trop posé la question de ce qu'il aurait mangé, qui a eu, on va dire, beaucoup de changements dans sa vie. Et peut-être qu'une personne, voilà, qui a ce train de vie qui a un peu plus changé, qui va chercher un peu plus à optimiser, à venir chercher, écouter qu'est-ce qui fonctionne sur lui, peut-être que cette personne, du coup, va tirer plus de bénéfices, je pense. Ok, du coup, ça veut dire que selon toi, il va pas y avoir un régime spécifique pour, par exemple, tous les athlètes de streetlifting, mais que c'est vraiment de l'individualité en fonction de peut-être ce qu'ils ont déjà fait par le passé, de comment ils s'organisent peut-être au cours de la journée aussi. Il faut vraiment adapter au cas par cas. Ouais, carrément. Ça, de toute façon,
c'est quelque chose qui est vrai dans le coaching, dans le street lifting, mais encore plus dans la nutrition. Il n'existe pas de régime alimentaire, ça c'est encore une fois ce que je pense. Il n'existe pas de régime alimentaire qui soit parfait pour un street lifter. Pour moi, il faut vraiment adapter la nutrition aux besoins du sportif, en fonction aussi de ses contraintes, de son mode de vie. Donc par exemple, quelqu'un qui va avoir un travail la nuit, par exemple, il y a des personnes qui vont travailler de nuit, on va pas adopter la même alimentation que quelqu'un qui peut manger voilà, à des horaires normales. Ça peut être une première différence. Et pareil, je pense qu'on est tous câblés de façon différente. Ça aussi, il y a de plus en plus d'études sur le sujet au niveau du microbiote. Donc, le microbiote, en gros, pour faire simple, c'est un ensemble de bactéries que vous avez au niveau de l'intestin qui vous permettent de digérer, etc. En fait, on ne sait rien sur le sujet au jour d'aujourd'hui. Et en fait, on est en train de découvrir encore plus avec les études qu'en fait, on a chacun un microbiote différent qui fait qu'en fait, certaines personnes vont avoir des intolérances avec certains aliments, d'autres vont plus ou moins assimiler certains micronutriments. Donc ça fait déjà que de base, on ne va pas réagir de la même façon à un même régime alimentaire. Donc déjà rien que ça veut dire que de manière générale, juste pour accepter certains aliments, il va falloir faire des modifications. Et encore plus dans notre société actuelle, sachant que on mange de plus en plus transformé et on s'éloigne, on va dire, des produits qu'on retrouvait dans la nature de manière générale. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, déjà, on va retrouver des spécificités, par exemple, entre les hommes et les femmes, tout simplement. On va avoir un métabolisme qui va fonctionner de manière différente. Donc, en fonction, en fait, de toutes ces spécificités, donc du sexe de la personne, peut-être également de l'âge, de plein de facteurs du passé sportif, il va falloir adapter les apports. Donc quand je dis adapter, ça va être par exemple la quantité de glucides qui est mangée, il y a certains aliments qui vont pas être assimilés, pas être très bien digérés, etc. Donc tout ça, en fait, ça rend l'alimentation très complexe et ça nécessite du coup d'adapter bien évidemment l'alimentation. Et pour ça, le seul moyen de le savoir, c'est de tester, d'écouter son corps et de faire en fonction de ses envies et de la réaction du corps en fait. Ok, super intéressant. Et du coup, nous, en tant que pratiquants de sport de force, on va dire il y a beaucoup de streetlifters qui écoutent ce podcast, mais il y a aussi peut-être des powerlifters, des haltérophiles. Est-ce qu'il y a un type d'alimentation qui serait plus intéressant ou est-ce que tu peux nous donner déjà quelques éléments qui sont importants à retrouver dans notre alimentation quand on fait un sport de force et aussi un sport à catégorie de poids? Alors c'est vrai qu'il y a deux choses intéressantes dans ce que tu poses dans ta question. Déjà c'est la notion, alors surtout dans le street lifting, dans une moindre mesure aussi dans le powerlifting, c'est la notion de composition corporelle. Ça veut dire que nous en fait à l'année on peut pas se permettre d'avoir une composition corporelle qui n'est pas optimale. On va chercher en fait si on veut performer, avoir la composition corporelle qui est la plus optimale. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est avoir le plus de masse musculaire, de masse maigre et le moins de masse grasse possible. Parce que comme on fait des mouvements où on soulève notre corps, en fait, plus on a de masse grasse, plus ça va nous handicaper, ça va pas nous aider sur les mouvements de tirage, mais aussi les mouvements de poussée. Donc ça déjà, ça veut dire que ça va exiger dans notre discipline, spécifiquement par rapport à d'autres sports comme je sais pas, du rugby ou du handball, de peut-être un peu plus faire attention à ce qu'on mange, sans tomber bien sûr dans l'extrême et dans les troubles du comportement alimentaire, pour chercher à optimiser sa composition corporelle. Donc là, en fait, c'est même différent, si je comprends, par rapport même au powerlifting, parce que eux, ils n'ont pas, du coup, à gérer leur poids. Donc j'imagine que c'est vrai que c'est moins important pour eux, on va dire, d'être plus sec par rapport à nous, où on aura du poids mort, entre guillemets, à tirer ou à pousser. C'est vrai que ce que je pense, c'est que quand même, il y a quand même une notion de catégorie de poids dans le powerlifting, parce qu'ils doivent quand même être au poids, il y a des catégories de poids. Mais moi, ce que je pense, c'est que pour performer dans le street lifting, les athlètes ne sont pas forcément obligés d'être super secs comme nous. Du moins, ça va pas forcément les handicaper, même au contraire. Là, moi, c'est vraiment ce que je pense. Par exemple, si je prends le squat, on sera toujours plus fort, je pense, avec un pourcentage de masse grasse un peu plus haut sur un même poids qu'avec un pourcentage de masse grasse bas, et ça n'aura pas forcément d'impact. Contrairement au street lifting, où là, c'est vrai que nous, on va chercher à avoir le taux de masse grasse le plus bas possible, dans la mesure, bien sûr, où on est en bonne santé, puisque je pense que si tu descends en dessous d'un pourcentage de masse grasse trop bas, c'est pas bon. Et du coup, sur l'aspect force, si on enlève vraiment la partie composition corporelle, où on a bien compris qu'effectivement, moins on a de masse grasse dans le street lifting, on va dire, mieux ça va être, surtout pour le muscle up, j'ai envie de dire, où 1 kg de gras, on le sent bien. Sur l'aspect force, qui là, du coup, peut regrouper, je pense, toutes les autres disciplines, parce que
c'est le même objectif, on va dire, dans la discipline de soulever lourd. Est-ce que là, il y a du coup des éléments importants à intégrer dans l'alimentation pour pouvoir performer à l'entraînement? Alors oui, du coup, il faut vraiment faire la distinction entre donner des conseils dans l'alimentation pour un sportif et donner des conseils dans l'alimentation pour un sportif qui fait de l'endurance ou quelqu'un qui fait de la force. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sportif, le sport va impliquer un stress sur le corps qui va demander au corps derrière d'avoir des apports énergétiques plus importants qu'une personne normale. Donc en fait, déjà de base, quand on est sportif, il va falloir adapter son alimentation par rapport à quelqu'un dans la vie de tous les jours de normal qui fait pas forcément de sport et encore plus du coup quand on est sportif de haut niveau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans la case sportif, il va falloir faire la distinction entre par exemple un sport d'endurance. Donc si on prend par exemple un marathonien ou du coup un streetlifter ou un powerlifter ou même un sprinter, on va pas du coup retrouver les mêmes alimentations, les mêmes nutritions parce que il va falloir adapter l'alimentation à la spécificité du sport de force. Donc du coup, pour répondre à ta question, dans notre sport, du coup qui est un sport de force, dans lequel on peut également mettre le powerlifting, le sprint, etc., il va falloir du coup comprendre que qu'est-ce qui différencie un sport de force et par exemple un sport d'endurance, c'est les filières énergétiques. Donc sans sortir toute la science des filières énergétiques, en gros, pour produire de l'énergie, le corps il va utiliser plusieurs filières énergétiques différentes. Et nous, du coup, dans notre sport de force, on va dire que la filière énergétique qui va être utilisée en priorité, ça va être une filière énergétique du coup dite rapide, qui permet du coup d'envoyer une quantité d'énergie assez conséquente en peu de temps. Donc ça veut dire que derrière, dans votre alimentation, il va falloir prendre en compte cette filière énergétique qui va être utilisée. Dans un sport d'endurance, par exemple, type un marathonien, la filière énergétique principale, ça va être une filière énergétique dite lente. Donc le corps va avoir besoin de beaucoup de glucides pour soutenir l'effort tout au long de la performance. Donc par exemple, dans un sport d'endurance, on va chercher du coup à consommer un peu plus de quantité de glucides autour de l'entraînement pour permettre en fait au corps, et même dans la séance, pour permettre au corps en fait d'avoir de l'énergie en continu. Dans notre sport, nous la spécificité c'est que nos séances vont être beaucoup moins longues. Par exemple, nous, une séance déjà de 3 heures, en fait sur les 3 heures on a des temps de récup. On va pas faire 3 heures de force intense, c'est impossible, sinon on crache. Donc ça veut dire que déjà nous sur une séance, on va avoir par intermittence des petits moments où il va falloir qu'on envoie de l'énergie de manière forte, mais ça va être assez rapide. Et ça nécessite pas non plus énormément de quantité de glucides comparé du coup à un marathonien qui lui va avoir des séances très longues, qui va être en activité du coup pendant ces 4 heures de séance on va dire. Nous, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins besoin de consommer des glucides en grosse quantité autour de l'entraînement. En fait, bon ça, voilà, ça c'est moi ce que je pense. On n'a pas besoin de consommer par exemple des grosses assiettes de riz tout au long de la journée, etc. Parce qu'en fait notre corps est capable de faire une séance avec les réserves en glycogène qui se trouvent dans le muscle. Les réserves en glycogène, en gros, c'est le glucide qui est stocké sous forme de glycogène, c'est la forme en fait de stockage dans le foie, dans les muscles. Donc ça va impliquer forcément que nous, notre alimentation, du coup par rapport par exemple à un sport d'endurance, on va avoir besoin de consommer moins de glucides. Mais du coup, si on consomme moins de glucides, l'apport calorique, donc la quantité d'énergie globale va être diminuée, donc il va falloir la compenser avec autre chose. Du coup, souvent, ça va être les lipides, en gros, tout ce qui va être matière grasse. Donc ça va être une particularité de notre sport. Ensuite, nous, il va aussi falloir qu'on gère l'hydratation. C'est un point qui est aussi très important. Donc l'hydratation, c'est quoi? C'est l'eau, mais ça va être aussi les électrolytes. Donc tout ce qui est le sodium, le potassium, qu'on va retrouver pas mal, surtout le plus important, c'est vraiment le sodium dans le sel. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir intégrer juste avant l'entraînement ou pendant l'entraînement. Et ça va aider en fait déjà à réduire les crampes et surtout à lutter contre la déshydratation qui est un facteur de perte de performance très important. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par rapport à ce que tu disais pour les assiettes de riz, moi perso c'est un peu ce que j'ai tendance à faire et ce qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux, c'est que quand on est sportif, il faut s'envoyer son riz, son poulet avant l'entraînement pour avoir de l'énergie pendant. Et là, de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce serait pas autant nécessaire et peut-être que même, je sais pas, ce serait contre-productif peut-être de manger en grosse quantité proche de l'entraînement d'un point de vue digestion. Ça peut. Alors là, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis. C'est que, en fait, c'est vrai que nous, on est beaucoup construits. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail de déconstruction à faire là-dessus, sur les glucides. En fait, on pense beaucoup qu'il faut manger beaucoup, beaucoup de glucides quand on est sportif. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir besoin de cette quantité de glucides?
Je dis pas que, par exemple, quand on est sportif, il faut telle quantité de glucides, c'est pas vrai. En fait, chaque personne, c'est ce que je disais au niveau des spécificités entre chaque personne va avoir besoin d'un certain nombre de glucides dans sa journée pour fonctionner dans ses séances. Et d'ailleurs, ça peut même évoluer au cours de la pratique. Par exemple, peut-être qu'on peut avoir des besoins au bout d'un an de pratique, et au bout de 2 ans, il y a quelque chose qui a changé dans les voies métaboliques de la personne, ce qui fait qu'elle va pouvoir, le corps s'est adapté, et il va pouvoir fonctionner différemment. Donc voilà. Faut toujours se remettre en question dans tous les cas sur l'alimentation. Et pour moi, ouais, il y a vraiment un travail de déconstruction à faire où en fait, il faut juste tester. Il faut des fois accepter de se dire, ok, peut-être que je n'ai pas besoin de manger autant de glucides et peut-être que des fois, juste de tester, je sais pas, juste de baisser ses glucides un peu, d'augmenter du coup un peu les lipides pour compenser parce que sinon, si on baisse les glucides, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste perdre du poids. Juste de tester, voir comment on se sent. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous vous sentez moins performant dans vos séances? Est-ce que vous sentez un crash? Comment ça se passe? En fait, le meilleur moyen, c'est de tester. Parce que du coup, peut-être que certaines personnes vont moins supporter le fait de baisser les glucides, d'autres vont carrément en tirer un bénéfice. Moi, par exemple, si je parle de mon expérience, c'est vrai que moi aussi, j'étais très construite. Ok, il faut manger des glucides, etc. Donc, je mangeais mes glucides à chaque repas, etc. Juste avant l'entraînement, je prenais du sucre, etc. Et en fait, j'ai testé là récemment de baisser les glucides. J'en ai vraiment maintenant très peu dans mon alimentation. Et même avant mes séances, juste de même pas forcément consommer de glucides. Et j'ai vu zéro différence dans mes séances. Alors moi, j'étais pas moins performante. J'étais pas forcément plus performante, mais il y avait pas de différence. Voire même des fois, du coup, c'est intéressant ce que tu as dit. En fonction des séances, tu as évoqué le fait du coup, de galérer un petit peu à digérer et peut-être dans ces séances, en fait, de se sentir un peu plus lourd. Peut-être que des fois, ça va être intéressant de tester sur différentes séances. Par exemple, si vous avez une séance, là je parle du coup pour le street lifting par exemple, si vous avez une séance tirage, peut-être que vous allez tirer des bénéfices à ne pas manger une grosse quantité de glucides avant parce que du coup ça va perturber un peu la digestion, etc. Vous pouvez vous sentir lourd. Contrairement par exemple à peut-être une séance squat où on va avoir besoin d'un peu plus d'énergie, peut-être que du coup pour une séance squat, ça pourrait être intéressant de consommer un petit peu plus de glucides, mais du coup peut-être pas non plus coller à l'entraînement pour également aussi avoir le temps de digérer. Mais voilà, en fait le meilleur moyen, ça va toujours être de tester les différentes choses et de pas rester focus sur les choses pour lesquelles on s'est construit. Ok. Et j'avais une question par rapport aux lipides, parce que du coup tu disais on peut peut-être essayer de réduire les glucides et augmenter un petit peu plus les lipides. C'est vrai que les lipides, pareil, c'est quelque chose qui est hyper diabolisé dans le sport, on va dire. Quand on est sportif, on voit ça un peu comme le gras, donc faut pas manger de gras parce que sinon on prend du gras. Est-ce que du coup, dans un sport de force, nous en tant que street lifter ou power lifter, en fait ça peut avoir un intérêt même à augmenter un petit peu les lipides? Est-ce que les lipides c'est vraiment mal? Ou au contraire, on devrait peut-être en intégrer un petit peu plus dans notre alimentation? Alors oui, en effet, c'est vrai que les lipides, c'est la même chose, c'est quelque chose qui a été construit. Souvent, on pense, si je mange gras, je vais prendre du gras. Parce que du coup, c'est un peu l'amalgame qu'on fait entre les deux. Alors que ça c'est pas forcément ce que ça veut dire. En fait, prendre du gras, si vous mangez juste plus que ce que vous dépensez, vous allez prendre du gras. Et c'est pas parce que vous mangez des lipides que vous allez prendre du gras. Et au contraire, justement, dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous avez justement tout intérêt à consommer une quantité de lipides qui vous convient. Donc il y a un minimum en fait sous lequel il faut pas descendre parce que en tout ça déjà ça peut être déjà dangereux. Mais c'est surtout que vous n'allez pas profiter des bienfaits en fait des lipides. Les lipides, à quoi ils servent? Ils servent à réguler tout votre système hormonal, le métabolisme, etc. Si vous ne mangez pas assez de lipides, déjà, vous pouvez être carencé du coup en certains micronutriments parce qu'en fait, on a des aliments du coup qui sont très riches en lipides et dans lesquels en fait on retrouve des micronutriments qu'on ne retrouve pas dans les autres aliments. Donc ça veut dire que si on ne mange pas assez de lipides, en fait, au-delà du coup de ne pas avoir assez de lipides, on va pas avoir assez de certains micronutriments qui sont essentiels en fait pour fonctionner, pour ne pas être carencé et pour que le métabolisme fonctionne correctement. Donc, ne pas manger assez de lipides, pour moi, c'est une erreur. Et en fait, c'est même plus grave de ne pas manger assez de lipides, encore une fois, c'est ce que je pense, que de ne pas manger assez de glucides. Pourquoi aussi, il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut savoir que votre corps, il est capable de produire naturellement certaines choses, dont les glucides. Par exemple, en fait, si vous mangez par exemple 0 glucides et que vous mangez que des lipides, c'est un peu la diète cétogène, votre corps il va être capable de produire de l'énergie grâce aux lipides et de les transformer, on va dire, en glucides, si je grossis les choses. À l'inverse, votre corps il n'est pas capable de produire des lipides,
Et donc si vous ne mangez pas suffisamment de lipides, vous allez être carencé et vous n'allez pas profiter en fait des bienfaits de tout ce que vous retrouvez qui est essentiel dans les lipides. Bon là je grossis très franchement. Et aussi en fait tous les micronutriments, donc tout ce qui va être les vitamines B, les vitamines D, etc. Tous les vitamines, tous les minéraux, vous les retrouvez principalement dans les protéines et les lipides. Et en fait souvent les aliments qui sont riches en glucides, c'est pas toujours les aliments qui vont être les plus riches en termes de micronutriments, etc. Donc en fait, baisser les lipides et augmenter les glucides, ça peut générer un déséquilibre dans le côté micronutrition et du coup impacter négativement le fonctionnement général de votre corps, de votre métabolisme, etc. Et ça peut être une explication aussi des fois pour laquelle on peut se sentir fatigué, on peut sentir que voilà, le corps il fonctionne pas correctement, qu'on récupère pas assez. Des fois c'est juste la répartition lipides-glucides qui n'est pas bonne, on va dire, par rapport à une personne. Et ouais, pour moi, il y a vraiment un travail de déconstruction à faire sur faut pas manger trop de lipides, sinon, entre guillemets, on va prendre du gras. Et au contraire, je pense que dans le sport de force, on a tout intérêt justement à augmenter un peu les lipides, surtout quand on est une femme. Ok. Et est-ce que tu as des exemples peut-être de produits, d'aliments riches en lipides qui nous apporteraient du coup des lipides intéressantes et avec des micronutriments, comme tu disais, intéressants également? Alors déjà, il faut faire la distinction au sein même des lipides. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de lipides. On entend qu'il y a les bons lipides, les mauvais lipides. Qu'est-ce que c'est? Dans les mauvais lipides, entre guillemets, on va retrouver surtout les acides trans. Les acides gras trans, c'est entre guillemets les pires. C'est ce qu'on va retrouver dans tous les aliments ultra transformés, tout ce qui va être frit. Donc ça, en fait, c'est des acides gras qui vont pas vous apporter grand-chose. Si je donne des exemples d'aliments, on va retrouver tout ce qui va être les poissons panés, les frites, tous les aliments ultra transformés, en fait, les plats préparés, etc. Ça va vous apporter, en fait, ça va augmenter votre stress oxydatif dans votre corps qui perturbe encore plus la récupération. Donc ça, c'est, on va dire, la partie d'acides gras qu'il faut diminuer le plus possible dans son alimentation. Et après, on va retrouver des acides gras saturés, les fameux oméga 3, les oméga 6, qu'il faut consommer chacun dans les bonnes proportions. Pareil, souvent on entend en fait que les acides gras, donc c'est tout ce qui va être le beurre, souvent les graisses des produits animaux, dans les viandes, etc., que c'est pas bon, faut pas trop en consommer. Moi, je suis pas de cet avis. Moi, je pense qu'il faut quand même en consommer, que c'est important en fait. Il faut comprendre que les acides gras saturés, ils sont essentiels. Notre corps, il n'est pas capable de les produire, donc on a besoin d'en consommer, mais de bonne qualité. Donc là, par exemple, si on pense à des acides gras, on va dire, qui pourraient être intéressants, moi, dedans, je mettrais tout ce qui est le beurre, certaines viandes, du coup, qui sont assez grasses, finalement. Prendre des steaks hachés, par exemple, 5%, c'est pas toujours la meilleure stratégie, justement, pour avoir ces lipides. Mais ce qui va être important, ça va être la qualité. Ça veut dire que si vous prenez un beurre d'une vache qui a été élevée, nourrie avec de la mauvaise nourriture, sous antibiotiques, là, vous allez peut-être retirer moins de bienfaits qu'une vache qui a été en pâturage, qui s'alimentait avec de l'herbe, etc., dans un champ, qui était toute seule. Il y a aussi la qualité qui est à prendre en compte. Donc, pour toi, je te coupe, mais Pas de souci. par exemple, c'est vrai que quand on fait cuire une viande, pareil, dans l'univers un peu du sport, de la salle, etc., c'est huile d'olive. Le beurre, c'est un peu pareil, un aliment qu'on a diabolisé. Mais pour toi, ce serait du coup, si je fais cuire mon petit poulet, ce serait même peut-être intéressant de le faire avec du beurre. Carrément. À partir du moment, du coup, le beurre est de bonne qualité, même si c'est un beurre qui est de moins bonne qualité, ça apporte quand même des acides gras. Dans le beurre, vous avez aussi des vitamines, hein, il faut le savoir. C'est pas que dans les fruits et légumes, les vitamines. Dans le beurre va être intéressant pour la cuisson en plus parce que c'est une matière grasse qui est stable. Ça veut dire que si vous pouvez la faire cuire très haute sans que les acides gras ils se dégradent. Alors l'huile d'olive, elle est quand même assez stable, on peut quand même la faire monter à 100 degrés, je crois. Mais certaines huiles, surtout les huiles végétales, donc issues des végétaux, vont être très peu stables. Et donc en fait, si vous les faites cuire trop fort, les acides gras en fait, ils vont se désintégrer et ça va avoir un impact pro-inflammatoire et ça va créer un stress oxydatif. Donc des fois, c'est vrai que on diabolise le beurre, on diabolise certaines matières grasses qui vont au final en fait être supérieures, on va dire, dans certaines situations par rapport aux autres matières grasses. Et donc si je reviens à ce que je disais, donc ça c'est les acides gras, et après donc on entend beaucoup parler des acides gras polyinsaturés, les oméga 3, les oméga 6. En fait, le but c'est pas de consommer par exemple que des oméga 3, parce qu'on entend beaucoup que les oméga 3 c'est très anti-inflammatoire, etc. Le but c'est juste de les consommer dans les bonnes proportions.
Nous, dans notre alimentation moderne, en fait, on consomme très peu d'oméga 3. Les oméga 3, on va les retrouver surtout dans les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, saumon aussi un petit peu, dans aussi certaines huiles végétales comme l'huile de lin, l'huile de noix, dans certains oléagineux, etc. Donc des aliments qu'en fait on n'a pas trop l'habitude de consommer quand on consomme une alimentation moderne. Donc ce qui fait qu'on va avoir un ratio oméga 3, oméga 6 qui va être un peu déséquilibré et qui peut perturber un peu, on va dire, le fonctionnement du métabolisme. Donc ce qui va être intéressant, c'est pas forcément de se gaver d'oméga 3, c'est juste d'avoir en fait un ratio entre ces différentes sources de lipides qui est équilibré. Donc en gros, c'est toujours une question d'équilibre. Ça veut dire que ça va être important de consommer des acides gras comme du beurre, des viandes grasses, mais aussi un peu de petits poissons gras, mais aussi quelques oléagineux. En fait, il faut diversifier, il ne faut pas tout concentrer sur une source de lipides. Pareil que de l'huile d'olive, ça peut être intéressant de varier avec un peu d'huile de noix qui va apporter aussi d'autres choses. Et en fait, voilà, le plus important pour moi, ça va être la qualité des aliments plutôt que les lipides. En fait, souvent l'erreur, c'est de se dire, ok, je vais manger, je sais pas, aujourd'hui je dois manger 80 grammes de lipides. Bah, c'est de se dire, ok, bah, je me coule, je sais pas combien de millilitres d'huile d'olive, comme ça, voilà, mes lipides c'est bon, et voilà. Non. Le but, ça va être de fonctionner plus intelligemment. Ça veut dire, bon, bah, dans mes lipides, je vais avoir un peu de beurre, je vais avoir un peu d'huile d'olive, je vais avoir un peu de petits poissons gras. Et ça va être cet équilibre à trouver qui va permettre, du coup, de, ok, avoir sa quantité de lipides suffisante, mais de l'avoir dans des bonnes proportions qui vont faire derrière que le corps il va pouvoir fonctionner de façon correcte, on va dire. Ok, c'est super intéressant parce que du coup tu déconstruis vraiment des choses qui sont encore ancrées, je trouve, dans l'alimentation autour du sportif. Est-ce que du coup, toi, tu penses que ce serait intéressant, t'en as déjà un petit peu parlé, pour moduler éventuellement l'alimentation en fonction du type de séance, mais est-ce qu'on peut même voir les choses un petit peu plus en gros, c'est-à-dire en fonction du type de bloc? Par exemple, je sais pas, si je suis sur un bloc un peu plus endurance, est-ce que je vais pouvoir moduler mon alimentation? Si je suis en prépa compétition, ou est-ce que c'est plus intéressant de manger toujours plus ou moins de la même façon? Alors oui, carrément, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans la question. En fait, ça va être important de comprendre que l'alimentation, il n'y a pas une alimentation parfaite, comme je disais, pour tout le monde, mais comme il n'y a pas une alimentation parfaite pour une personne à un moment donné. Ça veut dire que ça va être intéressant de venir mettre des petites modifications dans son alimentation, déjà en fonction de la période de l'année dans laquelle on est. Donc par exemple, si on a un sportif qui est en compétition, en fonction de si on est hors compétition ou pré-compétition dans une prépa, peut-être qu'il va y avoir des modifications à faire dans l'alimentation. Déjà, on revient à la question de poids, de catégorie de poids et de composition corporelle. Forcément, on va pas, en général, quand on est dans la performance, avoir la même composition corporelle quand on est hors saison que quand on se rapproche de son échéance. Donc ça veut dire qu'il va falloir gérer son alimentation aussi pour permettre à la composition corporelle d'évoluer en fonction du moment dans l'année. Donc déjà, il y a cette histoire de périodisation au sein de l'année. Et est-ce que du coup, je rebondis là-dessus, pour toi, ça peut être intéressant de prendre du poids en hors-saison sur tes entraînements plutôt que de rester peut-être à son poids de compétition toute l'année? Alors ça, pour moi, il y a deux réponses. De manière générale, je dirais que oui, c'est toujours plus intéressant, je pense, d'être à un poids un peu plus haut quand on est hors compétition que quand on est à son poids de compétition. Parce que souvent, en fait, pour être à son poids de compétition, ça va demander de se restreindre, hein. Souvent, c'est ça dans son alimentation. Donc en fait, qui dit se restreindre dit qu'on n'apporte pas à son corps, qu'on pense pas en fait par l'alimentation les besoins dans le sport. Donc peut-être qu'à terme, déjà, ça peut créer des problèmes de santé. Surtout, on le voit chez les femmes. Il y a énormément de femmes qui vont perdre leurs règles parce qu'elles vont descendre à un taux de masse grasse qui est trop bas. Et malheureusement, quand on est une femme, on ne décide pas. Mais en fait, chaque femme ne supporte pas, par exemple, de descendre en dessous d'un certain pourcentage de masse grasse qui est différent chez chaque personne, hein, bien sûr. Donc peut-être qu'une femme qui ne supporte pas d'être en dessous, par exemple, de 25% de masse grasse, bah, peut-être que ça pourrait être intéressant pour elle, en hors saison, de remonter un peu le taux de masse grasse pour permettre au corps de mieux fonctionner, donc de mieux récupérer et donc de mieux performer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, il faut prendre en compte où on est rendu, je pense, dans son évolution en tant qu'athlète. Parce qu'en fait, si tu prends quelqu'un qui vient de commencer la discipline, du coup, qui n'a pas forcément une composition corporelle qui est optimale, pour la performance, en fait, à force de faire la discipline, le corps, il va s'adapter. Il va se transformer comme il faut pour performer dans la discipline. Mais si cette personne, en fait, elle n'a même pas encore atteint son potentiel, on va dire, musculaire, etc., en fait, elle n'a aucun intérêt déjà à se poser la question de « Ok, je dois prendre un peu de poids, je dois perdre du poids ». Pour moi, au début,
quand tu commences, il n'y a pas besoin de se poser toutes ces questions. Après, c'est vrai que quand on commence à avoir du mal à rentrer dans sa catégorie de poids, peut-être que ça peut être intéressant de se poser la question, ok, quelle stratégie je mets en place hors saison? Est-ce qu'il faut que j'évite de trop monter parce qu'après ça va être trop compliqué de redescendre et ça va avoir trop d'impact? Pour moi, c'est toujours une question d'équilibre et c'est toujours c'est toujours du cas par cas, en fait, c'est toujours Ok. la même réponse. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal d'athlètes qui nous écoutent. Ça veut dire que pour toi, quand on n'a pas forcément une carrière d'athlète de haut niveau, c'est pas forcément intéressant de se poser la question du poids, mais c'est de plus laisser son corps manger peut-être ce qu'il a besoin, parce que naturellement, si tu as une dépense importante, il va vouloir manger plus et il faut un peu le laisser faire dans ce sens-là, du coup. Ouais, carrément. Pour moi, en fait, au début, c'est pas le point sur lequel il faut se concentrer, le fait d'améliorer sa composition corporelle dans l'extrême, on va dire. Après, forcément, il y a des extrêmes. Si par exemple, on commence le street lifting, qu'on a un taux de masse grasse qui est très haut, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, j'aurais peut-être tout intérêt à le baisser un petit peu pour être plus performant. Mais après, il faut pas que ça devienne une obsession, il faut pas que voilà, ça ruine tout le reste. Et au contraire, peut-être quelqu'un qui commence, qui a très peu de masse musculaire, qui est très peu développé parce qu'il vient de commencer, bah là, peut-être que on va avoir la piste de se dire, bon, ça pourrait quand même être intéressant de manger un petit peu plus pour essayer de prendre du poids, on va dire, et accélérer, on va dire, cette prise de muscle. Même si, de manière générale, comme tu l'as dit, le corps, il est très bien fait. Et de manière générale, en fait, pour s'adapter à l'effort qu'on lui a demandé, il a besoin de construire du muscle. Et ben normalement, naturellement, on va avoir plus faim, on va manger en plus grosse quantité. Et donc, le corps, en fait, il va suivre naturellement la voie dans laquelle on est censé aller, je pense. Et donc, du coup, pour revenir à la question de base, parce qu'on s'est un petit peu éparpillé, est-ce que ça peut être intéressant de moduler son alimentation en fonction des différentes périodes de bloc, au sein d'un même bloc, par exemple? Donc ça se prog comme ça hein, dans la force. Souvent, on commence le bloc, c'est assez facile. Et quand on se rapproche de la semaine 4, 5, voire 6 des fois, on va augmenter l'intensité. Donc peut-être que ça peut être intéressant de se dire, bon bah, plus l'effort il est difficile, plus ça me demande du coup d'énergie et de ressources, plus du coup je vais adapter mon alimentation autour de cet effort et peut-être augmenter les quantités de certains aliments, faire un peu plus attention, mieux récupérer. Donc ça en fait il y a l'aspect mental, on va se dire bon bah là c'est plus dur donc je vais manger un peu plus. Mais il faut faire attention aussi de pas trop rester être dans le contrôle, de pas trop anticiper en fait et de se dire bon bah là j'ai ça qui est prévu donc je vais manger ça et d'essayer de rester du coup à l'écoute de son corps parce que souvent, je le dis toujours mais le corps il est très bien fait. Ça veut dire que si en fait de manière générale on fait une plus grosse séance que ça nous demande plus de ressources, le corps il est intelligent, il va nous faire manger plus en quantité, il va nous faire nous diriger peut-être vers d'autres aliments. Voilà, faut faire confiance aussi à ses sensations, à son corps. Et faut faire attention aussi à ne pas tomber du coup dans les troubles du comportement alimentaire. C'est un truc qu'on voit de plus en plus avec du coup les catégories de poids, etc. Et le fait de vouloir contrôler son alimentation. Ouais, faut se rappeler que de base, le corps est très bien fait et que en fait, on n'a pas besoin de penser et de passer par le cerveau pour manger. Et des fois, en fait, oui, du coup, l'alimentation, elle va se moduler. Mais des fois, en fait, il y a juste pas besoin de se poser la question. Il faut juste écouter son corps. J'avais une autre question parce que moi, du coup, en tant que kiné, ce qui m'importe, on va dire, chez les athlètes que j'accompagne ou mes patients que je suis pour de la réhab, c'est l'aspect blessure, l'aspect éviter de se blesser ou en tout cas limiter la blessure et les douleurs. Et on sait que l'hygiène de vie, elle a un rôle très important dans la survenue de blessures. C'est ce qu'on peut essayer aussi de moduler, de surveiller en tant que kiné, tout ce qui est sommeil, récupération. Est-ce que du coup, l'alimentation, ça peut être un levier pour réduire son risque de blessure, le limiter ou limiter les douleurs tout simplement? Alors oui, carrément, c'est vrai qu'un athlète qui va être blessé ou alors qui va anticiper la blessure et se dire bon bah qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de me blesser, souvent on va penser à la partie du coup kiné forcément, tout ce qui va être réhab, préhab, entraînement, sommeil, mais souvent on va pas penser à l'alimentation alors qu'en vrai, l'alimentation, elle a un rôle énorme sur déjà la prévention des blessures et surtout quand on est blessé, la réduction des blessures, donc de l'inflammation et la guérison de la blessure en fait. Ça veut dire que grâce à l'alimentation, en fait, vous pouvez avoir un impact sur la guérison de la blessure. Donc, à savoir soit réduire le temps de guérison, accélérer la guérison ou au contraire avoir un impact négatif dessus. Et ça, c'est vrai, souvent, c'est un sujet qu'on n'évoque pas trop mais qui est important d'évoquer. Bah, c'est vrai que
En tant que kiné, on va dire, si je me base juste sur la formation que j'ai reçue en tant que kiné, c'est pas des choses dont on va parler forcément. Bah Et pour autant, en tant que sportive, je me suis intéressée à ces choses-là. Et on parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire. Et c'est vrai qu'ici, là, dans ce podcast, on en parle à propos du sportif. Mais en réalité, ça concerne tout le monde. Je veux dire, même quelqu'un qui ne fait pas forcément de sport, qui a des douleurs, il y aurait déjà peut-être des éléments à introduire dans son alimentation pour améliorer l'hygiène de vie et éviter la survenue de blessures, en tout cas limiter et soulager les douleurs. Est-ce que tu peux du coup nous préciser un petit peu plus ce que ça peut être l'alimentation anti-inflammatoire et concrètement comment ceux qui nous écoutent pourraient tendre vers ce type d'alimentation? Alors déjà, pour comprendre ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire, il faut comprendre pourquoi on dit alimentation anti-inflammatoire. L'inflammation, en gros, c'est une réaction naturelle de votre corps qu'on va retrouver du coup dans le métier aussi de la kiné. C'est quelque chose que vous avez dans votre corps en fait au quotidien en général. Quand on se blesse, en fait, votre corps, naturellement, pour guérir... Alors, je sais pas si je dis bien les termes, peut-être que tu peux expliquer. Non, mais explique à ta façon. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un avis, une explication... De quelqu'un qui est pas un kiné. Exactement, parce que peut-être que ça parlera aussi plus aux Ouais. gens. Je rebondirai si je vais ajouter des choses, mais vas-y, je te laisse continuer. Moi, je suis pas experte sur le sujet de l'inflammation, mais en gros, quand on se blesse, le corps, pour réparer la blessure, on va dire de manière pour vulgariser, il va avoir une réaction naturelle d'inflammation. Donc, de base, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est dans l'intérêt de votre corps. Sauf qu'en fait, nous, dans notre sport, en fait, quand on s'entraîne, surtout du coup à haut niveau, le fait de s'entraîner, déjà, c'est un stress qu'on va faire au corps, du coup, qui est positif parce qu'après, le corps s'adapte, etc. Et que c'est ça qui va nous rendre plus forts. Mais en fait, ce stress, ça va créer un stress oxydatif qui crée une inflammation supplémentaire. Donc si en fait, on est blessé, qu'on a déjà de base un endroit dans notre corps qui est blessé, qu'on a déjà une inflammation quelque part, et que y a de l'inflammation un peu partout dans le corps, en fait, qu'on va rajouter des couches d'inflammation et des facteurs externes d'inflammation, en fait, le corps, il va pas réussir à gérer l'inflammation au niveau de la blessure. En gros, la stratégie pour guérir une blessure le plus possible, ça va être de réduire l'inflammation partout dans le corps pour que le corps il puisse se concentrer en fait sur l'inflammation de la blessure. Du coup, plus on empile les facteurs qui augmentent l'inflammation, et plus du coup le corps va mettre du temps à se remettre de l'inflammation de la blessure qu'on a envie de guérir. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que en fait quand on mange, peu importe ce qu'on mange, il y a une inflammation qui va se créer parce que déjà la digestion, quand on digère, il y a déjà une inflammation qui se crée. Et en fait vous allez avoir dans l'alimentation des aliments qui vont créer de l'inflammation. Peu importe ce que vous mangez, dans tous les cas, il y aura une inflammation qui va se créer. Mais tous les aliments ne sont pas égaux. Vous allez avoir des aliments qui vont créer plus d'inflammation et d'autres qui, au contraire, vont la réduire. Donc en fait, quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, en fait, c'est un peu à tort qu'on dit anti-inflammatoire parce que les aliments, ils ne vont pas supprimer l'inflammation. Le principe en fait de l'alimentation anti-inflammatoire, ça va être de réduire le plus possible l'inflammation, de la diminuer au plus, même si on ne va pas la supprimer parce que c'est pas possible. Donc il y a deux stratégies en fait dans l'alimentation anti-inflammatoire. Ça va être de supprimer, plutôt limiter on va dire, les aliments pro-inflammatoires qui vont augmenter dans une grande mesure l'inflammation et de venir intégrer le plus possible des aliments qui au contraire du coup eux vont on va dire réduire l'inflammation. Voilà, en gros, c'est ça l'alimentation anti-inflammatoire. Ok, est-ce que tu peux du coup nous citer des exemples d'alimentation plutôt pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire? Alors du coup, les aliments pro-inflammatoires, on va retrouver beaucoup déjà tout ce qui va être les aliments ultra transformés. Donc ce que je disais tout à l'heure, tous les aliments frits, tous les plats préparés, vous voyez, tout ce qui est rajouté en fait dans les plats, les conservateurs, tout ça, ça va créer de l'inflammation dans votre corps. Donc il faut absolument les limiter, les réduire. Et de toute façon, de manière générale, c'est des aliments qui sont un peu morts, qui vous apportent pas grand-chose. Donc vous n'avez pas grand intérêt à les consommer, à part la notion de plaisir, on va dire. Donc c'est pour ça qu'ils sont à réduire le plus possible. Ça, du coup, c'est pro-inflammatoire. Vous allez retrouver aussi le sucre. Le sucre sous sa forme vraiment sucre, ça veut dire tout ce qui va être bonbon, tout ce qui est sucre ajouté, tout ce qui va être, par exemple, des patates douces, des glucides. Ça, c'est plutôt des glucides, ça va avoir quand même moins d'impact. Donc ça va être super pro-inflammatoire. Dans les aliments du coup qui vont être, on va dire, anti-inflammatoires, on va retrouver les oméga 3. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des oméga 3 du coup dans le sport pour la récupération. C'est parce que du coup ils sont anti-inflammatoires. Donc au lieu des fois de consommer par exemple des petites gélules d'oméga 3, ça peut être intéressant de venir consommer plutôt des petits poissons gras comme des maquereaux, des sardines, pour venir réduire l'inflammation.
On va retrouver aussi dans les aliments anti-inflammatoires tous les légumes, surtout les légumes verts, les choux, les épinards, etc. etc. On va retrouver également les fruits, les baies, tout ce qui va être les myrtilles, les groseilles, la grenade, etc. Les épices aussi, surtout le curcuma. C'est pour ça qu'on voit aussi dans les compléments alimentaires la curcumine. Ouais. En gros, c'est le principe actif du curcuma. Donc on va avoir ça. Le matcha aussi. Donc on a tout intérêt à avoir du matcha. Va être anti-inflammatoire. Voilà, de manière générale, en fait, les aliments qu'on a en tête qui sont sains, on va dire, en général, c'est les aliments qui vont être anti-inflammatoires. Et au contraire, les aliments pro-inflammatoires, ça va être tout ce qui va être, comme j'ai dit, produits transformés, le sucre, les acides gras trans, donc tout ce qui va être frit, etc. Et ça, c'est ultra intéressant, je trouve, du coup, de savoir, même en tant que kiné, parce qu'effectivement, si on fait même le meilleur protocole du monde pour notre patient, si derrière, la récup est pas bonne, il dort pas bien la nuit, il mange très pro-inflammatoire, en fait, les résultats vont forcément être limités, et c'est vrai qu'on peut se remettre des fois en question sur le protocole qu'on est en train d'établir, alors qu'en fait, le problème viendrait pas forcément de là. Donc je trouve qu'on a un rôle à jouer aussi en tant que professionnel de santé, d'interroger et de sensibiliser sur ces notions-là. Donc je trouve ça hyper intéressant que tu nous en parles aujourd'hui, parce que ça va, ouais, comme on le disait tout à l'heure, au-delà de la bulle sportive, ça concerne vraiment tout le monde pour toutes les problématiques qu'il peut y avoir. On a vu du coup beaucoup d'éléments, tu nous as donné beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu pourrais nous donner, là, à ceux qui écoutent, et même à moi-même, des choses qu'on pourrait directement appliquer, parce qu'on sait que c'est très individuel, mais est-ce que on peut déjà, nous, là, quand on sort de ce podcast, essayer d'inclure des choses dans notre alimentation qui va nous aider, du coup, dans notre performance et dans notre santé en tant que sportif? Alors pour moi, du coup, si je devais donner, du coup, on va dire quelques conseils à mettre en place le plus vite possible, je dirais pour moi le plus important, ça va être de privilégier la qualité, au-delà de réfléchir plutôt qualité des aliments plutôt que quantité. Donc qu'est-ce que ça veut dire qualité? Ça veut dire qu'au lieu de réfléchir calories, lipides, protéines, il va plutôt falloir réfléchir à quel type de calories je consomme, quel type de lipides je consomme. Donc ça veut dire que au lieu de se dire bon vas-y je dois manger tant de calories pour compenser mon entraînement, ça va être plutôt ok d'accord je dois manger tant de calories, mais si on enlève les chiffres, qu'est-ce que ça représente en fait dans mon alimentation? Parce qu'en fait entre manger 1500 calories d'un McDo par exemple ou 1500 calories d'autres aliments, peut-être qu'en fait des fois vous allez tirer plus de bénéfices à manger moins en quantité mais d'aliments plus riches plutôt que plus en quantité mais avec des aliments plus pauvres. Donc pour moi en fait c'est un peu le piège de réfléchir en tant que calories. Je vois beaucoup de personnes, j'ai beaucoup aussi de mes clients qui arrivent, qui me disent ouais moi j'ai traqué ça et tout. Des fois en fait compter ses calories c'est pas la meilleure stratégie. Et en fait des fois juste vous avez tout intérêt à juste vous re-questionner sur qu'est-ce que vous mangez comme aliment. Est-ce que les aliments que vous mangez vous pouvez pas, sans changer les quantités, ni les augmenter, ni les baisser, mais juste les améliorer. Donc c'est ce que je disais par exemple tout à l'heure quand je parlais des lipides. Au lieu par exemple de consommer des lipides via, je sais pas, un aliment transformé, et de se dire bon je regarde sur le paquet il y a tant de lipides, est-ce que du coup si je garde cette même quantité de lipides mais que je la transforme en je sais pas la même quantité de lipides mais via un macro par exemple, est-ce que du coup ce serait pas une stratégie plus intéressante plutôt que de venir calculer juste les quantités? Donc ça moi c'est le premier conseil. Comment on fait du coup pour tirer un max? Qu'est-ce que j'appelle en fait la qualité des aliments? Pour moi en fait un aliment il va être qualitatif, plus il est brut, plus il va être qualitatif. En gros un aliment brut c'est un aliment qu'on va retrouver dans la nature globalement. Ça veut dire que par exemple un poisson pané, vous n'allez pas le retrouver dans la nature. Donc ça va être moins intéressant forcément que si on va manger un poisson qui vient d'être pêché quoi, et qu'on mange. Si je dois donner un autre exemple, une pomme, c'est un aliment qu'on retrouve dans la nature, donc c'est un aliment brut. Donc en général, il va être plus qualitatif que s'il a été transformé, puis transformé par exemple en compote avec du sucre ajouté, etc. Je suis pas en train de dire que la compote c'est pas bon, mais dans le principe, voilà. Ça va être de se questionner comment je peux faire pour que ce que je mange, ça soit des aliments qui sont les plus bruts possibles. Ça c'est la première chose, c'est du coup manger bien en qualité et se concentrer là-dessus au lieu des quantités. La deuxième chose, du coup, ça va être de s'assurer qu'on a un bon équilibre en fait entre du coup les différents macronutriments et entre les différents, ce que je disais tout à l'heure, les oméga 3 et les oméga 6.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre corps, il a besoin de certaines quantités de vitamines, de minéraux, de lipides pour fonctionner correctement. Si du coup, vous mangez brut, mais que vous mangez brut qu'un certain type d'aliment et que vous apportez pas, vous négligez une certaine partie de l'alimentation, bah peut-être qu'en fait, le problème, on va dire, il est là et ça va vous diminuer dans votre performance. Donc des fois, en fait, apporter ce qu'il faut à son corps, c'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question d'équilibre entre les différents macronutriments. Je vais pas faire une liste parce que ce serait trop long de il faut tant de quantité, etc. Mais voilà, ça de manière générale. Et troisième chose, je dirais que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, en fait, le corps, il est tellement bien fait que théoriquement, si vous arrivez à rester connecté aux sensations de votre corps, à vous poser la question et à vous détacher là, de toutes les applis de tracking, ok, est-ce que là j'ai faim ? De quoi là est-ce que j'ai envie ? Bon bah ok, si je teste, je sais pas, de manger un peu moins de glucides, on en parlait dans le podcast, qu'est-ce que ça a comme impact sur moi ? Juste de tester en fait. Regardez ce que ça a comme impact sur vous. Est-ce que ça réduit par exemple votre fatigue, ce qui est un point positif ? Est-ce qu'au contraire, je sais pas si vous mangez ça avant votre séance, ça fait que vous êtes plus fatigué, vous prenez un crash dans la séance. Toutes ces choses-là, pour moi en fait, c'est bien plus pertinent que d'aller appliquer un plan qui a été fait pour quelqu'un d'autre sur les réseaux, etc. Et la dernière erreur, ça va être de vouloir trop suroptimiser l'alimentation. Donc ça veut dire que moi je vois beaucoup de personnes sur les réseaux qui se gavent de compléments alimentaires, qui prennent beaucoup de compléments alimentaires. Il n'y a aucun mal à ça, hein. Des fois c'est positif de prendre des compléments alimentaires, mais qui à côté de ça va avoir une alimentation qui peut être optimisée. Pour moi, la première chose à faire c'est déjà de régler l'alimentation, de voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans l'alimentation. Si c'est pas possible, et là ça peut être intéressant de se complémenter, ou si l'alimentation ne permet pas de combler ses besoins, là on se complémente. Mais avant de chercher à prendre plein de compléments alimentaires qui souvent en plus coûtent plus cher et qui vont apporter moins de bénéfices sur l'alimentation, peut-être plutôt se concentrer sur l'alimentation. Et encore une fois, du coup, on en revient à la même chose, à la qualité de l'alimentation. Merci beaucoup Lise pour toutes ces précisions. Je pense que là, avec toutes ces questions et cet épisode, on se rend compte que l'alimentation du sportif, ça tourne pas que autour des protéines. On en a d'ailleurs très peu parlé et je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup, ça recentre vraiment le sujet autour de ce dont on parle moins, mais qui est finalement presque plus important. Donc merci pour ça. Je pense que vous avez vous aussi de votre côté des clés pour pouvoir déjà commencer à améliorer votre alimentation. Si vous en avez besoin de plus, évidemment, vous pouvez vous tourner vers Lise. Je vous mettrai son contact en description. Ouais, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Ce sera un plaisir de répondre. Il n'y a aucun souci. Si je peux éduquer le plus de personnes sur l'alimentation, c'est avec plaisir. Donc j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai appris également beaucoup de choses. Donc je trouve que c'était très intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye! Ciao!